Ok, 32 minutes, enregistrement du son via le micro USB, c'est bon signe. Et bah c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au chalet. C'est le Losers Club, je suis Thierry. Je suis Michael. On s'est fait une semaine de vacances dans un chalet, on a emmené plein de jeux pour jouer. Je crois que je vous mets la liste quelque part, ça peut être marrant. Mais on va se concentrer sur quelques jeux récents dont on n'avait pas encore parlé et qu'on a joué justement au chalet. Donc aujourd'hui, Aurora Arkham Lovecraft Letter, Minos, Pina Colada Dice et Moving Wild. Et on commence avec Horror Arkham Lovecraft Letter. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'était pas en France encore. C'est une version de Love Letter, mais dans l'ambiance de Lovecraft, donc avec un côté folie, Cthulhu, pour ceux qui connaissent. Globalement, ça se joue comme Love Letter, c'est-à-dire qu'on a tous une carte. À notre tour, on pioche une carte, on joue une des deux cartes. Qu'est-ce qu'elles font ces cartes? Elles ont tous des effets différents. Le but du jeu, c'est d'éliminer les autres, globalement. Donc, j'essaie de deviner ta carte. Si j'ai deviné ta carte, t'es éliminé. Au contraire, on compare nos mains. Si j'ai la plus grande carte, je gagne contrairement à toi, t'es éliminé. Globalement, c'est ça le but du jeu, c'est d'éliminer les autres, même si on peut gagner en ayant la plus grosse carte à la fin, si on finit le paquet. Ce qui change avec cette version de Lovecraft, c'est qu'il y a la folie qui rentre en jeu. Et donc, en fait, on va avoir des cartes qui sont un peu plus fortes quand on est fou. Et fou, en fait, on a des cartes spéciales que l'on a dans notre défausse. Quand on a ces cartes-là, on est fou. Et on va faire le classique test de sanité que l'on voit en plus dans pas mal de jeux de Horror Arkham, notamment le jeu coopératif de cartes, le TCG, le CGE. Oui. Voilà. Et du coup, c'est vraiment pour moi, je pense qu'on l'a plusieurs fois, on l'a dit, c'est la version ultime de Lovecraft Letter. De Love Letter, ouais. De Love Letter. Parce que qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on rigole autour de la table. Il y a vraiment un côté, vas-y, pioche plusieurs cartes. Vas-y, tu vas faire ton test, tu vas être éliminé. Et puis, il y a ce truc où avec le Cthulhu aussi, le Cthulhu, on peut gagner carrément le jeu entier, la partie, quand on a le Cthulhu, ce qui est vraiment rajoute un petit côté piquant et ouais, j'aime bien. Ouais, moi je trouve qu'il y a dans la galerie des jeux qui ramènent, tu sais, alors ça se joue en plusieurs manches, sauf si tu gagnes, par exemple le Cthulhu, et tu as gagné toute la partie. Il y en a qui n'arrivent pas à bien le faire, ce truc-là. Et je trouve que là, ils arrivent à bien le faire. Ouais. Et puis des fois, ça arrive dès le premier tour, bon, c'est pas grave, mais... parce qu'on en refait une. Mais moi, je suis un gros amateur de Love Letter de base. Même si je considérais ça comme un jeu, juste un jeu de bar, on va dire, et que c'était pas non plus mon jeu préféré. Et pour avoir essayé du coup la version Marvel, la version Star Wars, je trouve que ça a amené des variantes intéressantes, mais qui m'ont jamais emballé spécialement. Et je trouve que là, c'est la première fois que vraiment je suis emballé par une revisite de Love Letter. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est qu'on retrouve vraiment l'essence du jeu de base. Là, cette semaine, on a fait jouer des gens qui connaissaient bien le jeu de base. Ça s'explique en vraiment 30 secondes parce qu'il y a juste la petite surcouche à rajouter. Et en fait, après, on retrouve très vite les mécaniques du jeu de base. Et donc, c'est très fluide. Alors que la première fois, la partie découverte peut être un peu moins fluide. Ça, il faut le savoir. C'est un peu plus complexe. Mais en vrai, dès qu'on connaît bien, c'est fluide et c'est hyper plaisant. Et puis, comme c'est un jeu chaotique de base, Love Letter, ce petit côté toujours un peu plus chaotique de savoir si tu fais des tests de sanité ou pas n'est pas dérangeant. Et en plus de ça, tu peux quand même essayer d'être un peu tactique, quoi. Voilà, c'est très cool, très très cool. Voilà. Je pense que c'est une recommandation, un Lovecraft Letter. Ouais, et en plus, alors ça serait un peu bizarre, mais on peut jouer au jeu de base même avec cette boîte-là. Oui, c'est vrai. Il faut faire abstraction de certaines caractéristiques. Carte pouvoir. Mais c'est possible. Donc c'est un bon point quelque part. Voilà. On achète, si vous n'avez pas Love Letter, autant acheter celle-là. Ouais. En raccord micro. On passe à Minos. Minos, l'aube de l'âge du bronze. Dans du gros jeu. L'aube de l'âge du bronze. C'est un jeu par un auteur, Stanislav Kordonski, que moi je connais pas, chez Board & Dice, et qui arrive chez Pixie Games. Hop, elle est à l'envers. C'est un jeu de 2 à 4. Enfin, il y a un mode solo aussi.
que j'essaierai peut-être. Ah. Non. On est dans du gros jeu, on est dans une interaction de type, il y a une map, et puis on peut se développer sur la map. Alors on a presque du 3X, parce qu'on peut, on commence avec un territoire et un bonhomme, et puis on peut avoir plusieurs bonhommes, on peut commencer à s'étendre, et on va mettre des bâtiments sur cette map. Mais concrètement, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est du draft 2D pour choisir des actions. Alors au début, on lance tous les dés, qui ont plusieurs couleurs. Mais pour l'instant, on s'en fiche des couleurs. Et puis chacun va choisir son dé et sélectionner l'action qu'il va vouloir faire avec ce dé-là. Tout simplement. Tu es sûr de faire l'action. Tu prends le dé, tu fais l'action, tu vas faire l'action. Sauf que c'est quand même une petite file d'attente. Tu ne vas pas faire l'action tout de suite. Et donc, si quelqu'un veut faire la même action que toi, s'il prend un dé plus petit que toi, eh ben, il fera la même action que toi, mais en un peu mieux. Par contre, il la fera plus tard, potentiellement. Et inversement, si quelqu'un prend un plus gros dé, il fera l'action un peu moins bien, il aura des petites compensations, on avance sur des pistes, etc. Potentiellement, il la fera avant. Et donc, il y a un draft de dés déjà qui est très fourni, parce que tu dois choisir les actions que tu as envie de faire, en les programmant. Dans quel ordre? Et en programmant dans quel ordre. Parce qu'après, une fois que tout le monde a programmé ses actions, chaque joueur, chacun son tour, va faire les actions qu'il avait prévues. Sauf que on ne peut pas faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Il faut forcément récupérer le dé de plus forte valeur. Et donc voilà, il fallait programmer en avance. Si tu avais envie de jouer des cartes mais que tu n'as pas de cartes, bah, il fallait penser à en piocher avant. Et piocher avant, ça veut dire mettre un 6 dans la pioche et mettre un 5 dans la pose de carte. Voilà, il y a ce type de réflexion dans Minos. Et puis après, les actions, l'avantage, c'est que derrière, les actions sont très simples. Oui. C'est ça la balance de ce jeu. C'est ça. C'est que tout est vraiment dans la programmation et dans les combos, on va y venir. Oui. Mais après, les actions sont très simples. Donc je pioche des cartes, je joue des cartes pour de l'or, tout simplement. J'ai des petites denrées qui vont amener une réduction de coûts. Après, je peux construire des bâtiments sur la map, comme on avait dit. Je peux mettre des bonhommes sur la map et les déplacer. Et voilà. C'est tout ce qu'on fait comme action de base. Et donc ça, c'est intéressant. Après, évidemment, les cartes qu'on va jouer, elles auront des pouvoirs dans tous les sens, qui vont nous amener des combos. Quand je joue 3 cartes d'un coup, 3 cartes d'un coup, c'est balèze, quoi. Ouais. C'est l'action où tu peux aller te faire un café parce que tu sais que l'autre va y prendre des plombes. Ouais. Quand on construit un bâtiment, il y a 5 manières de construire un bâtiment. On peut construire une cité, une tour. Qui ne vont pas demander les mêmes ressources pour la réduction. Ouais, d'un bateau. Et puis après, on peut aussi avancer notre bateau sur une petite piste, donc faire comme s'il voyageait. Donc voilà. Après, il y a toutes ces micro-décisions qui vont amener le sel du jeu et la complexité. Mais moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que les actions de base sont très simples. Donc c'est très facile à expliquer. C'est plus facile à expliquer qu'à lire. Mais en fait, c'est très facile à expliquer quelque part. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est vraiment ce côté où on va aussi construire un peu nos combos, puisqu'on va améliorer, il y a des cartes, à chaque fin de manche, on va pouvoir mettre des cartes en dessous notre petit plateau de joueurs. Et en fait, ces cartes-là, elles vont améliorer des actions. Par exemple, cette fois, quand je vais aller chercher des cartes, en plus, je peux gagner de l'argent. Ou au contraire, quand je vais jouer des cartes, je peux gagner de l'argent. Ou au contraire, quand je prends un dé d'une certaine valeur, je peux prendre telle ou telle ressource. Donc en fait, ça va être vraiment explosif parce qu'on peut tout favoriser une seule action et quand on fait cette action, on fait plein de trucs en même temps. En plus des actions gratuites, supplémentaires à notre tour, et il y en a 6 ou 7 je crois, où on peut défausser des cartes pour gagner de l'argent ou des trucs comme ça. Bon. Et jouer sur la carte aussi avec des jetons militaires. Et c'est pas anodin parce qu'on peut justement récolter des ressources où on est sur la map qui vont nous permettre peut-être d'avoir la bonne réduction qu'il faut au bon moment, etc. Donc c'est vraiment hyper important. Et des fois, c'est même le tour prend plus de temps à faire les actions annexes que le tour lui-même. C'est-à-dire que je dois piocher 4 cartes, c'est facile, je pioche 4 cartes. Par contre, je dois tout bouger, les bonhommes, fabriquer, tout ça, voilà. Donc moi j'aime beaucoup aussi. Moi ce que j'aime c'est on joue avec des dés. Moi j'adore jouer avec des dés, même si je trouve que si on les lance que 4 fois. On les lance que 4 fois. Et au final c'est vraiment il n'y a pas trop de hasard sur le lancer de dés puisqu'on les draft. Et donc il y a vraiment le côté à faire attention à quel dé on prend parce que en plus les couleurs on s'en fiche mais elles nous donnent un tout petit bonus. C'est ça. Voilà. Pour ajouter un peu de choses à penser. Voilà parce que du coup vraiment, je trouve que le cœur du jeu se passe sur le draft de dés pour le décisionnel. Et ensuite, chacun son tour,
on fait son truc de son côté. Et là, pour le coup, il y a moins d'interaction, même si la carte, quand même, c'est là qui est intéressant. Et je trouve qu'on a quand même de l'interaction à certains endroits dans la carte, même si ça va être plus à plus de joueurs. Ouais. Oui, et puis en plus, il y a pas mal de tempo parce que même si on joue à deux et qu'on va tous les deux poser des cartes, tous les deux construire et tous les deux se déplacer, bah, comme on est obligé de faire d'abord nos dés les plus élevés, on ne va pas le faire au même moment. Ouais, c'est ça. Donc, et il y a des objectifs communs. Donc ça va arriver que des fois, le tempo soit hyper important de savoir qui construit avant qui. Il y a des petits bonus à récupérer aussi sur les pistes des bateaux. Il y a des pistes, 3 pistes technologiques. Donc c'est rapport à la couleur des dés justement. Ouais. Donc il y a des pistes technologiques qui vont aussi nous donner des petites actions gratuites qu'il faut savoir anticiper, que ce soit pour toi ou parfois pour l'adversaire. Il faut être en mesure de se dire, lui s'il avance sur cette piste, il va construire. Donc peut-être qu'il va construire avant moi. Il y a des petites choses comme ça à savoir. Et il faut une partie, il faut au moins une partie pour s'en rendre compte. La première partie, elle est pas hyper complexe, mais elle est quand même douloureuse en termes d'appréhender les enjeux et de tout réflexion, ça, et d'arriver à se focaliser sur quelque chose parce que le jeu peut partir vraiment dans tous les sens. Mais là, on en a fait du coup seulement une deuxième. Mais par contre, la deuxième, j'ai beaucoup plus apprécié le feeling et la manière de me focaliser sur certains axes était beaucoup plus intéressante, je trouve. Ouais, bah surtout qu'on part avec des tuiles différentes qui vont donner un petit pouvoir. Ouais. C'est peut-être anodin, mais il y a quand même ce côté où on va essayer de les améliorer en plus, un peu comme… Ouais, c'est comme si on avait notre civilisation, même si elle n'a pas de nom. Ouais. On a tous un petit pouvoir asymétrique qu'on peut améliorer. On peut être très construction, ou au contraire, le draft de dés va devenir un peu plus intéressant pour nous, etc. Et par contre, moi, s'il y avait un défaut à donner, je pense que c'est le côté où, en fait, à la 3e manche, il y a 4 manches, à la 3e manche, moi j'avais tout construit presque. Ouais. Et en fait, je me retrouve à me dire que je suis arrivé au summum à la 3e manche et c'est un tout petit peu décevant. On a dit que c'était explosif, mais c'est explosif dès la première manche quasiment. C'est ça. C'est vraiment la première et la 2e manche sont très explosifs. Et après la 2e manche, il y a un décompte intermédiaire qui est quand même assez important. Et après, on va faire 2 manches supplémentaires, 3 et 4, et faire un décompte de fin de partie. Et ouais, effectivement, quand on dit que c'est explosif, c'est pas explosif en pente exponentielle jusqu'au bout. C'est explosif très fort. Et puis après, je sais pas, ça retombe un petit peu. Il y a des enjeux qui retombent. Et je suis d'accord que c'est. Surtout qu'on valide les objectifs hyper vite. Les objectifs qui devraient être des choses qu'on valide vraiment vers la fin. Des fois, on les valide avant d'arriver à la 4e manche. Quoi. Oui, on les quasiment toujours. Toujours. Ouais. Et c'est quand même un tout petit peu perturbant, je trouve, au niveau du tempo du jeu, d'arriver à débloquer tous ces objectifs qui sont finaux si tôt. Oui, c'est un jeu qui est très rewarding. Peu importe ce qu'on fait, on a toujours du petit bonus, du petit bonus. Ouais. C'est pas mal fait. C'est vraiment pas mal fait. Les pistes technologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. La map, alors nous par exemple, la dernière partie, on a gagné peut-être 60 points chacun sur la map, peut-être un peu moins, mais on gagne beaucoup de points chacun, mais autant. Oui. Du coup, on se dit, à quoi bon à quoi bon essayer de contrôler les territoires? Bon, voilà. Alors que lui, il a joué plein de cartes et c'est comme ça qu'il gagne. Mais voilà, du coup, c'est pas non plus un jeu pour les amateurs de 4X ou de 3X. Ouais. Mais moi, j'ai un très bon feeling quand même avec le jeu. Je suis demandeur d'y rejouer quelques fois pour voir. On savait que c'était quand même parfois multi-solitaire et c'est un peu dur de jouer à plus que 2. Vraiment, j'y avais pas cru. Mais notre première partie à 3, elle était longue. Un peu douloureux. Un peu. Mais un bon feeling et pour le coup, je trouve qu'il trouve une petite place. Dans ta ludothèque. Dans ma ludothèque déjà. Et puis je trouve que même aujourd'hui, là, au moment où il est sorti, je trouve qu'il a une petite place qui est sympa et je trouve que très rewarding, très plaisant, très salade de points et assez abordable en fait pour un jeu expert quand même. Voilà. Et on passe maintenant à Pina Colada Dice. Oui, parce qu'après des Minos, il faut parfois se détendre un peu. Et inclure les autres. Mais inclure les autres. Et il faut toujours jouer avec des dés par contre. Ça, on n'enlève pas les dés. Alors, Pina Colada Dice, c'est quoi? C'est
un jeu de dés, où on va lancer des dés cette fois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une sorte de carte donc avec différentes tuiles. Et le but du jeu, ça va être de lancer les dés et de faire des brelans, de faire des foules, d'avoir des yams, etc. De valider des petits objectifs dans les différentes tuiles. Et le but, c'est de faire un pina colada dice. Le pina colada dice, c'est quoi? C'est si j'arrive à avoir une ligne ou une colonne ou une diagonale. Si j'en ai un de ces trois-là, j'ai gagné immédiatement la partie. Ouais. Bon, si personne n'y arrive, c'est celui qui a le plus de points, après un décompte de points. Et si personne n'y arrive, bah, c'est celui qui a le plus de points quand même, mais on a utilisé tous les petits jetons. C'est globalement hyper sympa, ça casse rien du tout, c'est vraiment un jeu de c'est vraiment un jeu de bar presque, où on lance juste les dés et on voit, et on se chamaille un peu en disant vas-y, essaye d'aller là, parce qu'en plus on peut gagner des points. Vas-y, relance. C'est ça. Et en plus, quand je valide cette tuile-là, c'est un brelan de 2 par exemple, et bah, si je valide la tuile qui est juste à côté, bah, je gagne un point en plus, parce que j'étais déjà positionné. Et en plus, si j'étais déjà positionné, ça me permet peut-être d'avoir ma ligne ou ma colonne. Donc voilà, c'est juste ça le jeu, ça s'explique en 5 minutes, Ouais. ça se joue en 15. Voilà. Pour tous ceux qui ont passé des heures à jouer au Yams, moi, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose qui faisait aussi bien ces sensations-là. On retrouve vraiment ça, avec ce côté morpion du coup en plus. Ouais. Après, c'est chaotique. Oui, c'est un petit jeu. C'est du Yams, quoi. Ouais. Donc, Mais tu vois, j'ai essayé Skijo. Dans le challenge, c'est la première fois que je jouais à Skijo quand même. Et bah, c'est vachement mieux ça. Ouais. Parce que ça, on joue vraiment un peu. Il y a un côté vraiment ensemble qui est un peu plus intéressant quand même. Ouais, après, il y a une tentative de faire de la stratégie qui est assez intéressante, parce que du coup, on doit faire des lignes ou des colonnes, ou on doit jouer en adjacence, et il se passe quelque chose quand même. Ouais. C'est intéressant. Après, on n'y a joué que à 4. On avait déjà joué avant le chalet, mais on a joué que à 4. Moi, j'aimerais bien voir à 3, parce que je pense que c'est un peu plus lâche. Ah, peut-être. Et ça peut être peut-être un peu plus contrôle. Parce qu'à 4, le temps que ça revienne à toi, il n'y a plus rien de disponible. Mais oui, en tout cas, c'est fun, la thématique est fun. Voilà. On fait des cocktails. C'est fun. Voilà. C'était pina colada, rien de dire, rien de plus à dire. Et on a testé Moving Wild, un jeu assez récent de chez Wank Games, donc la maison d'édition japonaise, et c'est un jeu japonais. From Japan. Ouais, directement du Japon. Pourtant, c'est un jeu de Chris Prescott. Donc là, j'aimerais bien comprendre. C'est un jeu de draft, encore une fois, de sélection de cartes, cette fois-ci. Dans l'aspect le plus pur possible, c'est-à-dire j'ai 8 cartes en main, j'en prends une, je passe à mon voisin, mon voisin me passe 7 cartes, j'en prends une, je passe à mon voisin, et on continue comme ça. Et dans ce jeu, eh bien, on essaye de satisfaire des animaux, parce qu'on doit les mettre dans des milieux, c'est plutôt des milieux naturels, mais les milieux naturels ont une limite de place. Donc on me dit, t'as un enclos de base. Bon, il fait 6 places. Voilà un ours qui prend 3 places. Oh, très bien, il rentre. Et puis après, tu reçois une carte où, tiens, j'aimerais bien mettre cette girafe, mais elle prend 5 places. Alors, je vais peut-être prendre quelque chose qui contient 8 places. Et puis, mais au tour d'après, j'ai reçu qu'une anguille, mais ça prend qu'une place, une anguille. Bon, voilà, tout le jeu, ça va être d'essayer de faire au mieux, parce que tous les emplacements vides qu'on a font des points négatifs, et tous les animaux qu'on n'a pas réussi à caser font des points négatifs. Donc, il faut optimiser. Il faut qu'à la fin, tout rentre pile poil. Et puis après, c'est des animaux. Alors, on n'est pas sur la gamme animaux mignons, là. Ah non. C'est minimaliste, c'est très schématique, mais ça a son charme. Et puis, les animaux sont quand même sympas et très identifiables. Moi, j'aime bien. Il y a des animaux gentils, des animaux méchants, enfin, on va dire herbivores et carnivores. En fait, c'est ça qu'ils ont voulu dire, mais qu'ils n'ont pas voulu dire. Oui. Mais du coup, on comprend assez vite comment ça marche, parce que les carnivores, ils peuvent être qu'entre eux. Donc, j'essaye de mettre mes ours entre eux, etc. Et puis, dans les cartes, il y a aussi des cartes qui vont donner un bonus, enfin, une amélioration pour nos milieux naturels, pour nos enclos ou quoi que ce soit, qui vont dire, celui-là, il a plus de place. Alors, des fois, ça sauve la vie. Et puis, des fois, il y a celui qui dit, celui-là, même si c'est vide, ça ne fait pas de points négatifs. Alors là, ça sauve encore plus la vie. Et puis après, tout le jeu, c'est du draft. Donc, c'est embêter les autres. C'est embêter les autres. Sans se faire avoir soi-même.
Tu as besoin de 3 pingouins parce que les pingouins ils scorent plus quand ils sont tous ensemble. Bah, moi je prends des pingouins Allez, aussi. je t'en prends. Voilà. On sait que les animaux ils sont en 4 exemplaires, donc au bout d'un moment on commence à regarder un peu. Moi j'aimerais bien avoir, comme tu dis, le pingouin ou une autre anguille ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très minimaliste. Ouais. Ça prend un tout petit peu de place, mais ça prend pas beaucoup de place non plus. On peut empiler les cartes et ça reste lisible. C'est vraiment, ça c'est le point fort de One Games pour le coup. Et ça a bien marché. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, voilà. C'est assez sévère les points négatifs, comme peuvent l'être. Surtout la première manche, puisque après, dans les manches suivantes, ça se joue en 3. On finit par s'en sortir. On finit par s'en sortir, on perd beaucoup de points au début, mais parce qu'effectivement, si à la fin du draft, je te laisse un lieu de 8 et que toi, tu n'avais pas prévu avoir un lieu de 8 à la fin, tu te retrouves vraiment… Il faut le sentir. Faut le sentir. Moi, j'ai bien aimé la mécanique de draft qui est accélérée, c'est-à-dire c'est par exemple 8 cartes, 7 cartes plus 6 cartes. Ouais. Donc on tend vers quelque chose. Et ça se joue de 2 à 5. De 1 à 6, pardon. On peut jouer tout seul. Ça se joue de 1 à 6. Mais si on veut jouer le paquet de cartes en entier, il faut jouer à 4, 5, 6. Ouais. Et de toute façon, c'est là que je pense que… Alors à 6, ça doit être le bazar. Mais, ça doit être surtout un peu long. Mais je trouve que nous, on y a joué à 4 et je pense que c'est une très bonne config pour ce jeu. Voilà. Ouais. Quoi dire, c'est flashy. Non, mais je m'attendais à rien du tout de ce jeu. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. J'y rejouerai avec plaisir. Après, c'est pas, c'est dans la gamme, franchement. Mais je trouve que dans la gamme, pour l'instant, ça va. Dans les One Game, je trouve qu'ils se débrouillent bien parce que des fois, je trouve qu'il y a des jeux One Game où tu en fais une pour la découverte et après, tu passes à autre chose. C'est ça. Et je trouve que celui-ci a un petit truc en plus pour y jouer de temps en temps. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Oui. Merci d'être avec nous au chalet. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker nos vidéos. Et on se retrouve prochainement pour du gros jeu. Pour d'autres vidéos. Du gros jeu, je crois. Du gros jeu. Je crois qu'il y a du gros jeu qui arrive.